Enfin, je pense qu'il y a aussi une idée un peu économique. Il y a une idée qui est on a dit à une époque, la data, c'est le fuel du moment. L'or noir, le nouvel l'or noir. Donc l'idée, c'est si jamais on libère, il y a toujours souvent cette expression de libérer la donnée, tout le monde va pouvoir s'en emparer, et on fait tomber les barrières. Donc ça va permettre à des entreprises, dans cette perspective économique, de faire assez rapidement comme ça des outils efficaces qui leur iront, et ils peuvent comme ça développer des choses et déployer, aller vite et avancer. Et puis les citoyens, je pense qu'il y a aussi une idée d'émancipation citoyenne derrière ça. Alors, les grands projets qu'on connaît, peut-être grands projets open source qu'on connaît, c'est quoi? C'est Linux, Firefox. Firefox, ouais, c'est un grand projet aussi. Alors open source, oui, parce qu'il y a Chromium, Google qui a fait Chromium pour faire ensuite. Je n'ai pas parlé, volontairement. J'ai justement exprès. Non, mais il y a, dans l'open data, il y a OpenStreetMap. Donc Oui. c'est quand même un gros où beaucoup de gens contribuent. Voilà. Wikidata. Après, il y a les projets de la Wikimedia Foundation, et notamment Wikidata, qui est un projet absolument formidable. Vous en avez quelques-uns qu'on a peut-être oubliés? Des grands projets open source, open data, peut-être. Ouais, données spatiales, ouais. Oui, c'est un statut un peu particulier, mais oui. J'ai entendu quelqu'un d'autre qui proposait quelque chose? On a des milliers d'essais, mais... Moi, j'ai dû rater. Non, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a quand même des projets à grande échelle qui ont l'open science, la connaissance, le logiciel, la donnée. Et justement, est-ce que c'est pas un enjeu de souveraineté quand on est en retard sur vous vous rappelez du débat sur les systèmes, les OS souverains? Vous vous rappelez de ce sujet-là? Et il y a toute la communauté open source qui disait, on a Linux, contribue à Linux, et voilà. Est-ce que justement, c'est pas un moyen quand on est en retard? Est-ce que toi, dans le cabinet Kinocube, il n'y a pas des gens qui disent « Oh là là, on est en retard sur ça, on va le sortir en open source pour avoir la communauté, pour que tout le monde s'agrège et mette les efforts pour rattraper le retard sur cet acteur principal ». Est-ce que vous avez parfois cette demande? Oui, en fait, je pense qu'il y a deux sujets. Pour avoir été très impliqué dans une communauté qui s'appelle toujours Open Law, c'était une structure dans le secteur du droit qui visait à réunir tous les acteurs du monde du droit pour qu'ils produisent ensemble les ressources numériques dont ils avaient besoin. Dans tous les domaines, intelligence artificielle, documentaire, peu importe. Il y avait un vrai enjeu pour eux parce qu'en fait, les acteurs traditionnels du droit, quand je dis acteurs traditionnels, je pense à la Cour de cassation, Conseil d'État, je pense aux avocats, aux huissiers, notaires. Notaires étaient très bons. Mais bon, tous, en fait, se disaient le numérique, on en a besoin. Et ce dont ils se rendaient compte, c'est que finalement, c'était des fournisseurs, des acteurs commerciaux tiers qui leur fournissaient des solutions qui étaient complètement fermées. Et ils perdaient finalement la maîtrise de leurs outils. Là où ils étaient au papier avant, ils utilisaient le numérique et ils ne maîtrisaient pas l'outil numérique. Et donc, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est qu'en faisant ensemble, ils ont conçu leur propre projet, leur propre produit. Et donc, je pense que ça leur permettait de se réapproprier déjà le numérique et de, effectivement, rapidement se remettre à niveau sur ces différents aspects-là. Et donc, ça c'était bénéfique. Et l'autre point qui me vient qui est un peu différent, mais c'est aussi en termes de la tension qu'il peut y avoir en termes de libre concurrence. En fait, l'open source va aussi, par exemple, le CERN a mis en place une logique d'open source hardware, dans l'idée que vis-à-vis de ses propres fournisseurs, il avait besoin de ne pas être bloqué par un seul des acteurs qui travaillaient pour le CERN, et en se disant finalement si tout le monde partage tout ce qu'on fait, donc on vous finance et grassement, mais on veut que tout ce que vous produisez soit ouvert de telle manière à ce qu'on puisse facilement substituer une brique par une autre. Et donc pour eux, il y avait cet enjeu de libre concurrence, et ça on le retrouve assez fréquemment, côté notamment public, de se dire les logiques d'open source, d'open data vont favoriser la libre concurrence, vont permettre à n'importe qui de se positionner, de répondre sur la base des logiciels qui existent avant. Et j'ai dit que je ferais plus juridique, mais comme je parlais, c'est dur. Il y a quand même un certain nombre de cours suprêmes dans tous les pays, aux US, en France, qui ont reconnu justement l'intérêt que présentaient ces modèles ouverts, open source, open data, open source hardware, en termes de libre concurrence. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre à des acteurs de travailler ensemble, sans être dans un trust, sans être dans une entente, mais au contraire en étant dans une logique de libre concurrence. Et en plus, le CERN, c'est la science, il faut qu'elle soit reproductible. Oui. Donc s'ils font des outils qu'aucune personne sur la planète peut une expérience, qui ne peuvent pas reproduire parce que le hardware n'est pas disponible, on perd l'aspect scientifique potentiellement. Enfin,
Après, ils peuvent l'acheter, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée derrière, quoi. Et ce côté scientifique, il est très présent. RTE, en tout cas dans le domaine de l'énergie, la raison pour laquelle ils ont autant misé sur l'open source, c'est exactement cette raison-là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de simuler tout ce qui pourrait se passer en matière de gestion de l'énergie en France, mais aussi de pouvoir interfacer avec ce qui est fait dans les autres pays. Et ça ne marche que si les données sont ouvertes, que si les logiciels qui traitent les données sont ouverts. Et donc, ils rentrent dans des logiques vraiment d'open source, d'open data. Moi, ça me rappelle une coopérative qui avait essayé de lancer Criteo. En gros, Criteo était allé voir plein de boîtes de sites de e-commerce et ils leur ont dit Amazon a tellement de données qu'ils ne vendent pas moins cher, ils vendent au meilleur prix, ils recommandent de mettre de meilleurs produits et vous ne pouvez pas gagner un site de e-commerce contre Amazon. Si tous les sites de e-commerce ensemble, vous nous filez les données, nous, à Criteo, nous, on est les meilleurs sur la recommandation, la publicité, ce genre de choses, ensemble, peut-être qu'on aura assez de données pour avoir des algorithmes qui sont aussi bons que ceux d'Amazon et on vous les renvoie. Et on vous renvoie, vous, dans vos petits sites de e-commerce, WordPress, Magento, je crois que c'est Magento ou Shopify, ce genre de trucs. Et on vous renvoie les recommandations produits basées sur les choix de tout le monde en même temps. C'est une super initiative. Bon, ça n'a pas marché, mais en tout cas, il y avait l'idée qui est derrière. Après, Criteo, ils ont eu d'autres problèmes. Mais voilà, l'idée de potentiellement rattraper. Et tu voulais dire Oui, en fait, je voudrais bien rebondir sur ce que tu viens de dire sur OpenLaws et le projet Criteo, dont je me souviens très bien. Et si je peux faire un petit pas de côté, en fait, ces deux projets, ce qui est intéressant dans ces deux projets, c'est finalement cette collaboration, cette mise en réseau d'acteurs. Et finalement, aujourd'hui, moi, je travaille chez Vidéo Muséum. On est aussi une mise en commun d'acteurs. Or, nous, pour des raisons historiques, aujourd'hui, on ne fait pas du tout d'open source. Tout simplement, pour faire très simple, notre logiciel de cœur est très ancien, on ne peut pas l'ouvrir en l'état. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui, je pense, dans l'équipe, il y a des gens de l'équipe ici, je pense qu'on serait tous à fond sur le principe en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes, et je pense qu'OpenLaws a ça, et ce projet Criteo, qui était plutôt sur la data, ça aussi, c'est que cet enjeu de souveraineté, en revanche, chez Vidéo Muséum, on y répond énormément. Parce que si on prend le secteur des musées, pour faire simple, le secteur des musées, ils n'ont pas tant d'outils à leur disposition. Les très grands musées vont avoir les moyens de prendre une super boîte, de faire un énorme projet, et puis de publier leur collection en ligne, voire de faire de l'open data festival, en gros de faire la plateforme. Et on est dans une économie, dans un secteur, où on peut très bien avoir d'énormes des institutions, et puis des institutions qui peuvent avoir des collections super intéressantes, mais qui vont être toutes petites. Il y a des institutions qui ont une personne sur leur... un ETP, quoi. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on se met en réseau, on va non seulement permettre à même les plus modestes en taille d'accéder aux mêmes outils, aux mêmes moyens finalement d'accéder et au logiciel et aussi de diffuser en ligne de la donnée ou du contenu. Mais en fait, on va même corriger un biais, c'est que si ce réseau n'existait pas, les petits, non seulement auraient du retard, mais en fait, ce n'est même pas une question de retard, c'est qu'ils ne pourront jamais rentrer dans cette arène-là. Et pour moi, la souveraineté, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, oui, l'open data et l'open source, c'est super intéressant, on est là pour en parler, mais il y a aussi de la collaboration qui, parfois en amont d'une capacité à être dans l'open source ou parce qu'un secteur n'a pas cette maturité-là ou pas cette culture-là, nous, dans le secteur culturel, en termes d'infrastructure numérique, on n'est pas un secteur très innovant. Hein. Même dans les prestataires de services, sont plutôt des entreprises d'assez petite taille. Dieu merci, on n'a pas non plus des mastodontes. Mais quand il s'agit de publier les collections en ligne, le projet qui arrive souvent en tête, c'est le projet qui s'appelait le Google Art Project, qui est Google Art et Culture maintenant. Donc là, on est dans un truc totalement fermé, et que les institutions ne maîtrisent pas, mais c'est un peu leur seule voie pour accéder au public et à la mise en ligne de leur contenu. Donc là, c'est la survie, la limite. Donc, en fait, pour moi, c'est au-delà de la survie, parce qu'il y en a qui sont plein, il y en a plein qui sont ravis d'être dans Google. Mais simplement, on a un vrai sujet de souveraineté. On est quand même sur des collections patrimoniales, qui sont les collections publiques soit de l'État, soit d'une région ou d'une ville ou autre. On est quand même sur de la collection publique. Et en fait, il n'y a pas forcément, en tout cas, d'outils simples et évidents. Donc, c'est pour ça que chez nous, en tout cas, dans l'équipe, et dans le réseau, on avait notre assemblée générale ce matin, c'est très, très fort. Cette communauté, cette envie de travailler
sur ces outils-là. Mais c'était... Et pourtant, et donc je pense, nous on a très envie d'y arriver, on a des sujets d'open data, on commence à en parler sérieusement, on a des sujets d'open source, on n'est pas sur cette maturité-là, mais quand on va y arriver, on va emmener un secteur entier. Et ça, c'est important aussi. Donc bien entendu, j'adorerais vous dire qu'on ouvre notre code, mais voilà, on n'en est pas tout à fait là. Mais c'était quoi ton discours avec pas la DINUM, avec les musées nationaux, quand tu leur parlais d'ouvrir les données Open Data ou Open API, ce genre de choses? C'était quoi le discours que Alors, il y a ne serait-ce que 10 ans, il y avait une peur bleue qui était assez intéressante, c'était de dire si toutes les œuvres des musées sont disponibles en ligne, les gens n'iront plus dans les musées. Et c'était une vraie peur qu'on a retrouvée aussi dans les bibliothèques. Si tout est disponible en ligne, d'ailleurs les bibliothèques vivent quand même une espèce de crise existentielle ou de période de transition. Elles sont en train de se transformer pour être plus des lieux d'accueil plus généralistes. Et il y avait vraiment ça. Et donc quand je parlais tout à l'heure de freins qui sont en tout cas ressentis comme légitimes, c'était légitime pour les gens du métier. Pour les gens qui sont à la tête d'une collection, voilà, la mettre en ligne, si ça finissait par détruire finalement l'institution qui était le musée, il valait mieux pas le faire. Et c'est là où finalement les communautés sont très importantes et l'émulation d'ailleurs, avec ou sans communauté, est extrêmement importante. En France, l'émulation, elle venait des États-Unis et puis d'un musée, le Rijksmuseum à Amsterdam, qui a été les premiers à ouvrir notamment leur contenu, leurs images, à dire, voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la culture de l'open content, parce que ce n'est pas forcément de la donnée, ça peut être des images. Voilà, vous avez le droit de les réutiliser pour n'importe quel usage, en haute def, imprimez-les, faites ce que vous voulez avec. Et ça, en France, il y avait énormément de réticences culturelles, aussi parce qu'il y avait des business models, dans l'économie même publique, il y a du business model. Donc il y avait des images qui étaient vendues, voilà, donc, où tout ouvrir aurait un peu brisé ce modèle-là. Donc voilà. Alors nous, à Pays d'Aise, on a eu plusieurs musées qui sont venus parler. On a eu le Smithsonian Museum de Chicago sur l'histoire naturelle. Et où l'histoire, on a eu aussi le MoMA, il y a eu le MoMA qui a parlé. 4 ans. Voilà, il y a vraiment une logique dans les musées de partager des données. Et moi, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec le directeur du Louvre. C'était très court, mais il m'a dit pourquoi tout le monde va voir pourquoi, à votre avis, on a de plus en plus de gens qui viennent voir Mona Lisa, qui viennent voir la Joconde au Louvre en vrai. Et je lui dis je sais pas. Il m'a dit parce qu'ils l'ont déjà vu. Ils l'ont vu sur Google Images, ils l'ont vu ailleurs, ils l'ont vu dans DaVinci Code, ils l'ont vu. Et parce qu'ils l'ont déjà vu, ils veulent venir la voir. Et donc justement, c'était intéressant de se dire, on parle de libre, plus on va être... et je crois que c'est le fondateur de MongoDB, donc un logiciel de libre, lui il dit, pour moi, le libre, c'est une logique de connaissance, pour que les gens connaissent le logiciel d'une manière libre. Et un jour, ils viendront l'acheter en version entreprise chez moi. Voilà, mais donc c'est aussi cette logique de connaissance. Donc je trouvais ça intéressant. Mais c'est en ça que l'ouverture des données et des contenus est justement un facteur d'émancipation. Enfin, émancipation dans un sens très large, mais voilà, de perfusion dans la société. Et après, on est aux API DES, donc on sait aussi que la donnée, elle peut soit vous être donnée directement via, par exemple, une interface, un site internet, mais elle peut par des API passer par différents services et se retrouver à travers un service tiers, vous arrivez par hasard, pour un besoin donné dans un service qui par API à récupérer des données qui viennent d'ailleurs, et finalement elles vous arrivent. Donc c'est très intéressant, cette circulation un peu souterraine, pour moi, dans le milieu du contenu culturel, mais après ça peut être sur tout type de contenu scientifique notamment, etc. Donc justement, là c'est la première partie, l'open source pour rattraper les enjeux de souveraineté. Je prends l'exemple, si vous tapez Jandroid, c'est la gendarmerie qui a forqué Android pour faire son OS de téléphone souverain, entre guillemets, sans dépendre, sans que les données aillent chez n'importe quel GAFA. Elles ont pu forquer un projet où des milliards et des milliards ont été dépensés par d'autres. C'est la force de l'open source pour rattraper aussi, avoir un OS de qualité, de grande qualité. On peut dire ce qu'on veut d'Android, mais globalement, il est plutôt de qualité. Et c'est pareil avec le i, le système. i. Donc, il s'appelle Murena. Maintenant, ils ont changé de nom, mais Murena, ils fork Android pour faire des téléphones dégoogolisés ou déappelisés. Voilà. Si vous voulez un truc qui ressemble vraiment à un smartphone avec toutes les applications, mais où aucune donnée n'est envoyée ailleurs que sur le téléphone, voilà, ça s'appelle Murena. C'est Gaël Duval qu'on a reçu dans une conférence qui fait ça. Mais donc, on voit l'aspect rattrapé. Donc, on peut rattraper 10-15 ans de travail en forquant un projet, et puis après, il faut le maintenir.
Mais il y a aussi maintenant l'autre aspect dont tu évoquais, Benjamin, et là j'aimerais bien avoir ton avis, c'est maintenant que c'est libre, est-ce que ce n'est pas ceux qui ont le plus de moyens qui peuvent en bénéficier? Et je prends l'exemple aujourd'hui des plus gros contributeurs, Amazon, Microsoft, Google, qui sont les plus gros contributeurs d'open source, qui le distribuent et ainsi de suite, et qui au fond prennent n'importe quel projet, mettent 100 ingénieurs dessus, s'accaparent la gouvernance par le truc, ou le revendent eux-mêmes en version managée. Et c'est un peu ce que l'économiste Adam Smith disait, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Voilà, tout le monde est libre, mais bon, si les renards et les poules sont libres, on sait ce qui va se passer, quoi. Oui, mais là, je t'embête un peu. Non, mais tu as donné déjà une partie de la réponse. Hein. Juste quelques références qui me viennent. Dans le champ de l'open data, le rapport Villani, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle sur l'intelligence artificielle et qui notamment s'intéressait au champ de l'open data. Ce qui mettait en avant, c'est que c'était très bien d'ouvrir les données, mais que finalement, si les seuls qui étaient capables de traiter les données étaient ceux contre qui on voulait lutter et se positionner en termes notamment d'intelligence artificielle, ça n'avait pas de sens et c'était même un risque. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les administrations, de se dire c'est très bien d'ouvrir, d'alimenter cette société de l'information. C'est le terme qui est utilisé par l'Europe pour promouvoir l'open data, société de l'information. On veut que toutes les administrations ouvrent et ça permettra au secteur privé finalement de construire ses propres solutions. Si on veut que ça soit fait, il faut qu'il y ait une infrastructure derrière qui permette de gérer. Donc, à l'échelle européenne, toute la stratégie qui est en train de se mettre en place, c'est d'essayer de faire correspondre à cette ouverture d'un nombre maximal de données une infrastructure qui permette de bénéficier réellement de l'ouverture. Et les autres exemples que tu as évoqués, tu parlais de MongoDB et tu parlais à l'instant d'Amazon, pour moi c'est un autre très bon exemple parce que c'est des projets qui ont été open source. Alors open source, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais un peu mal à l'aise à en parler. Open source, c'est un modèle de développement où on partage, qu'on fait, mais dans le cas de MongoDB, finalement, c'est un acteur-éditeur qui partage sa propriété intellectuelle dans cette idée effectivement de favoriser l'usage et de pouvoir ensuite avoir un modèle économique de enterprise. En même temps, lorsqu'il s'est retrouvé face à Amazon qui a dit « Moi, ce logiciel open source, puisqu'il est sous une licence qui me le permet, je le reprends, je le mets sur mes serveurs. J'ai plus de salariés chez moi compétents sur le sujet qu'il y en a chez vous. Donc, j'ai proposé des offres de services qui sont peut-être plus pertinentes que les vôtres et sans reverser quoi que ce soit. » Là, ça a été très compliqué à vivre pour des acteurs tels que MongoDB et Elasticsearch. Il y en a eu plusieurs en fait, qui sont fait complètement manger. Parce qu'ils n'étaient pas des développeurs hobbyistes qui faisaient ça pour le bien commun. Parce que c'était des entreprises et surtout, moi ça rejoint avec le point de tout à l'heure, parce que c'était un modèle économique qui était assez traditionnel, quoi qu'on en dise, je suis un peu critique tel que je le présente, mais assez traditionnel, là où finalement l'usage de l'open source ne permet pas d'être aussi traditionnel. Et en fait, ils avaient couru ce risque, lorsqu'on open source une techno, on court un risque, en fait, on partage un avantage qu'on peut avoir dans l'idée de créer des opportunités. Ils ont ouvert cette opportunité que des acteurs comme Amazon ont vu et compris et sur lequel ils sont positionnés, sans savoir vraiment bénéficier de ce que l'open source pouvait leur permettre. Et je pense que là, pour moi, l'un des points importants, c'est aussi de revenir sur la question de la communauté. Des acteurs comme Linux, Linus Torvald explique que si jamais il y avait des soucis dans le Linux, alors j'exagère et c'est pas tel qu'il le dit, mais il n'a pas de difficulté à repenser la réécriture d'une partie très, très forte du code en se disant que la communauté qui est derrière, qui soutient, qui développe le code est tellement dynamique, tellement active, qu'en fait, s'il y a des problèmes, ils peuvent redévelopper cette partie du code. Et ça montre que finalement, la communauté importe presque plus que la techno. Et ça, pour moi, c'est un des sujets qui est assez important, parce que du coup, ça amène à penser la souveraineté, non pas en se disant on va tout développer complètement open source, ça c'est presque un risque si on le pense que comme tel, mais surtout en pensant les communautés qui sont derrière les projets qu'on développe et la gouvernance de la communauté, donc la place qu'on prend dans la communauté qui s'est constituée autour de la production d'un certain nombre de ressources qui sont des ressources stratégiques pour nous. Et donc savoir identifier quelles sont ces ressources stratégiques et comment est-ce qu'on peut prendre part à la communauté qui les conçoit et qui les maintient. Mais pour toi, parce que toi, au niveau de l'open source, tu es croyant et pratiquant. Voilà, moi je suis juste croyant, pratique un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est pour toi, le modèle du libre, il est complètement accompli quand justement une société développe quelque chose, elle en est dépossédée et tout le monde l'utilise. Je prends l'exemple le cas de Docker. Docker, ils ont sorti un truc, toute la communauté l'a pris et la boîte, elle n'a même pas pu en bénéficier commercialement. Ils ont failli mourir, voilà, et c'est très compliqué. Et pourtant, ils ont révolutionné le monde. Et IBM, Google, Amazon, et tout le monde s'est fait plus d'argent avec Docker que Docker, quoi. Voilà. Je pense que d'un point de vue modèle d'affaires associé à l'édition d'un logiciel open source, c'est compliqué. Clairement. Hein. Ce qui marche le mieux, c'est les usagers et les utilisateurs finaux qui viennent participer au développement du projet et qui un jour, le risque, c'est qu'ils prennent la gouvernance, qu'ils prennent part, en tout cas qu'ils prennent part, c'est pas un risque, au contraire, mais qu'ils prennent complètement la gouvernance sous leur direction.
et que celui qui a initié, qui était peut-être le plus légitime au début, le soit moins dans un second temps. Donc d'un point de vue à la création de licorne, c'est pas le modèle idéal. D'un point de vue soutenabilité, souveraineté, en tout cas, si on revient sur ces enjeux sociétaux tels qu'on les évoque, je pense que c'est un bon modèle. Et c'est pas incompatible avec des modèles d'affaires, alors qui sont plus des modèles d'affaires liés à du service ou à la création de la valeur. À côté, GitLab, par exemple, c'est un projet que vous connaissez. Donc, GitLab, qui est une plateforme, notamment une société qui propose une plateforme concurrente à celle de GitHub. Ils sont dans un modèle open source et ils ont une version communautaire qui est complètement open source et ils ont ensuite une version avec des modules qui sont supplémentaires qui permet de monétiser l'accès à cette plateforme. Ça marche assez bien. De temps en temps, ils ouvrent les anciens modules de telle manière à ce que la communauté ne se retrouve pas dans la situation où elle se sent pieds et mains liés vis-à-vis de cet éditeur. Donc, il y a comme ça, je pense, des modèles intelligents qui peuvent se créer, mais c'est clairement plus complexe que de tout garder pour soi. Et globalement, quand tu ouvres, et quelle que soit la personne que tu utilises, le groupe y gagne, mais peut-être pas toi. Mais c'est peut-être ça la souveraineté, je parle au niveau d'un État, d'une région comme l'Europe. Après tout, peut-être que si j'ouvre, après tout, peut-être cette société-là, elle ne va pas en bénéficier, mais globalement, c'est des milliers de sociétés qui vont en bénéficier, et globalement, la souveraineté globale augmente, même si une société, elle n'en est pas la grande gagnante, quoi. Mais disons c'est un modèle. Tout à l'heure, on parlait de communauté. J'ai un projet en tête. Je ne sais pas trop ce que je peux dire, pas dire, mais bon, dans le domaine des parcs, moi je pensais à ça tout à l'heure, dans le domaine des parcs, il y a un logiciel qui a été développé depuis quasiment une dizaine, voire une vingtaine d'années maintenant, par un acteur, un développeur, qui ensuite a constitué sa société autour de ça. Tout a été financé dans l'idée de produire un logiciel open source par les parcs. Donc, et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que l'acteur qui développait, au fil de l'eau, il en a fait son modèle, il a créé sa société, il s'est salarié, il a salarié des gens, il allé chercher un autre marché après. Donc globalement, ça fait 20 ans qu'il vit sur ce modèle open source. Maintenant, il a une incitation forte, donc il a une envie d'aller vers un refermement, ce qui va contre l'intérêt même de ceux qui sont à l'origine, qui ont les compétences métiers, qui ont contribué très activement, mais pas au code. Et c'est là où on voit des tensions. Donc je pense que il y a ce refermement naturel, mais qui est lié à la société dans laquelle on est, à cette recherche de profit et à court terme. Mais néanmoins, les 20 ans qui sont passés n'ont pas été négatifs, parce que ça a vraiment permis de salarier plusieurs personnes sur une boîte qui... Et les parcs sont mieux gérés ? Les parcs sont mieux gérés. En plus, si j'en dis trop, je parle vraiment du problème. D'accord, ok, on arrête. Mais justement, alors moi j'ai une question aussi, Isabelle, parce qu'on a travaillé ensemble avec certaines boîtes, mais moi je me rappelle de ce que... moi je vais pouvoir me donner le droit de dire, mais je me rappelle des SNCF, je me rappelle de Suez, je me rappelle de toutes ces boîtes qui croyaient en l'open data, mais qui disaient, d'accord, j'ai ouvert, et je me rappelle à l'époque, je crois que c'était SNCF qui disait, mais si j'ouvre, Google va tout prendre. Et le problème, c'est que moi, mes billets de train, je paye déjà. Je crois qu'il me disait à un moment, c'était il y a 10 ans, donc c'est obsolète, donc j'ai le droit de le dire, mais il disait, sur un billet de train acheté sur Internet, parfois, Google gagne autant que nous, en termes de pub. Donc, si en plus on donne nos données et tout, encore sur Google, qu'ils vont mettre dans Google Maps, nos horaires, nos machins, à la fin, on a tout perdu, quoi. Et donc, ils avaient vraiment peur, à l'époque, d'ouvrir, et ils avaient peur de perdre leur souveraineté en ouvrant, justement. Et ils pensaient qu'ils pouvaient rester comme ça. Et puis il y a eu les cas, enfin peut-être tu pouvais parler justement de cette logique-là. Oui, il y en a eu beaucoup des cas comme ça, en tout cas dans les transports, parce qu'à un moment on travaillait pas mal là-dessus. Il y avait effectivement les grands acteurs, SNCF et RATP, qui freinaient un peu l'ouverture, parce qu'ils avaient peur justement pour leur modèle. Et puis, voilà, ça n'a rien donné de fantastique. À la fin, ils ont été un peu forcés d'ouvrir. Il y a effectivement des acteurs qui étaient plutôt des outsiders, puis qui sont devenus maintenant des apps qu'on a tous dans vos téléphones et que j'ai utilisées pour venir cet après-midi. Comme Citymapper. Par exemple. Le cas connu, c'est RATP Citymapper. Voilà. Tu peux en parler. Oui, voilà. Et puis moi, je me souviens, là, pour le coup, c'est en tant que personne comme vous, je me souviens d'articles dans Le Monde avec des prises de position très fortes de Citymapper qui disaient c'est quand même insensé, la RATP qui refuse d'ouvrir ses données. Voilà, il y avait aussi pratiquement une bataille politique qui essayait de se mettre via les médias sur un enjeu.
Donc, on est tous très contents de cette ouverture de contenu qui a eu lieu. On a vu ça d'ailleurs après, avec le législateur qui a forcé les banques à ouvrir des services. On le sait, on connaît très bien aux API DES. On sait tous les services super pratiques que ça a donné. Ça a permis de faire éclore comme ça tout un secteur serviciel, bancaire qui n'existait pas avant. Donc, on a vu ça dans la mobilité, on a vu ça dans les services. Donc effectivement, pour le coup, c'est totalement le sens de l'histoire et on peut quand même que s'en féliciter. Mais si je peux revenir sur l'aspect de souveraineté dont vous parliez à l'instant, tu disais finalement quelque chose qui est très vrai, c'est que la souveraineté, on pense souvent au modèle. Il y a effectivement différents modèles dans l'open source notamment. Et en fait, il ne faut pas non plus oublier la pérennité du modèle. Et qui dit pérennité, comme tu disais, c'est aussi la gouvernance. Et il peut y avoir des modèles, tu citais cette personne qui développait cet outil pour les parcs. Peut-être que dans le modèle, là où il y a quand même une faiblesse dans ce modèle-là, c'est que c'est porté par un acteur, une personne. Et finalement, la gouvernance et la pérennité, c'est ça aussi la souveraineté. C'est on est dans un environnement où depuis quand même une vingtaine d'années, on a vu tellement de projets naître, que ça soit des projets plutôt open ou que ça soit des startups. Et le cimetière des projets, le cimetière des startups, il est quand même très très vaste. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Quand on monte un projet, c'est de penser ce projet dans le temps, en sachant que, bien entendu, personne ne sait ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, essayer, en tout cas, d'avoir la meilleure conception possible au départ, et puis de toujours avoir ça à cœur. Comment on s'assure, est-ce que notre modèle continue de fonctionner? Est-ce que notre communauté continue de fonctionner? Est-ce qu'on sent les tensions? Est-ce qu'on va dans le mur? Est-ce qu'on sent que la fin est proche? Ou est-ce qu'on arrive à renaître ou à voir d'autres gens, une communauté qui, en ayant forqué un bout, fait renaître le projet? Et ça, c'est très, très important. Et c'est ça aussi la souveraineté. Moi, justement, à SNCF, j'étais très jeune consultant, puis je leur avais dit... vous êtes en retard dans le monde physique, soyez pas en retard dans le monde numérique. Ils n'avaient pas aimé. Ils n'avaient pas aimé du tout. Mais voilà, au moins, ils ont fait des trucs quand même derrière. Puis après, dans ces grosses boîtes, SNCF ou autres, on l'a vu, quiconque les a approchés sur ces sujets-là, il y a souvent des petits noyaux d'individus à l'intérieur de ces énormes boîtes qui essayent vraiment de faire changer les choses. Et c'est beaucoup de com. C'est beaucoup, comme je disais en préambule, de la culture très, très ancrée. Et soit ils vont y arriver, soit ils ne vont pas trop y arriver. Est-ce que c'est porté aussi au niveau de la direction? Est-ce que, moi je crois assez au maillage interne, avoir des relais dans plusieurs services différents, à plusieurs niveaux hiérarchiques différents? Et en tout cas, c'est un effort, surtout dans ces boîtes-là, c'est un effort permanent et qu'il ne faut jamais lâcher. Justement, Benjamin, tu parlais d'un projet que vous faites à la Commission européenne, parce que vous parlez de gouvernance, de maintenance, parce que la souveraineté, c'est faire en sorte que ça perdure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je trouvais vraiment intéressant l'approche des projets critiques. Oui, alors, d'une part, tout est disponible sur Internet. Le projet dont je parlais rapidement, c'est une partie du projet FOSEPS, FO2SEPS. Et l'idée, c'est une demande de la commission, du Parlement à la Commission. Et l'idée, c'est d'identifier les logiciels qui sont les composants bibliothèques qui sont dits donc open source, qui sont dits critiques. Il y a deux manières d'évaluer cette criticité. Soit au regard du volume, donc le nombre d'administrations, donc tout acteur public au sein de l'Union européenne qui l'utilise, soit au regard de l'usage. Typiquement, si ça permet de faire, je dis n'importe quoi, gestion d'identité, ce sera beaucoup plus critique que si c'est quelque chose sans données à caractère perso. Et sur ce prisme de criticité, donc identification et définition de cette criticité, ensuite d'être capable d'avoir des critères, d'avoir un suivi, une évaluation et surtout d'apporter des réponses. Et l'un des enjeux pour nous en termes de résolution de ces enjeux de criticité, parce que c'est très bien de se dire que c'est critique, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On ne va pas arrêter d'utiliser l'open source parce que c'est critique. Au contraire, si c'est critique, il faut qu'on investisse plus. Et donc, c'est de trouver des solutions, c'est du financement, c'est surtout de l'implication, c'est pour ça que je parlais de gouvernance, c'est compréhension de la communauté sous-jacente, de ne pas rester juste dans l'outil, mais dans le... Je n'ai pas beaucoup parlé de communauté ce soir, mais de penser les personnes, les acteurs, parfois les individus seuls. Il y a des projets open source pour lesquels il y a un seul mainteneur, et une personne sur qui repose tout le poids. Log4j, où il y a quelques expériences comme ça, pour ceux qui ont cette appétence, de projets open source qui ont fait beaucoup de bruit, parce qu'on s'est rendu compte qu'une dépendance, donc un logiciel que tout le monde utilisait, en fait, était maintenu par une personne,
et qu'un jour, cette personne, elle avait pu le prévenir, d'ailleurs, elle fait un burn-out, où elle passe la gouvernance à quelqu'un d'autre, et l'autre n'est pas aussi gentil que le premier. Et là, vous avez des milliers, voire des millions de personnes qui, dans le monde, se disent, mais c'est pas... Mon logiciel ne fonctionne plus, il y a une faille de sécurité, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais c'est trop tard. En fait, ils auraient déjà dû prendre en compte cette dimension humaine derrière le code qu'ils utilisent, parce que le code, il n'est pas pondu comme ça, il n'est pas maintenu tout seul. À l'échelle américaine, ils ont des gros efforts au sein des fondations, notamment la fondation Linux, qui en fait l'un de ses axes principaux. Le gouvernement américain aussi investit beaucoup dedans et soutient les fondations américaines. Ce qui amène, là c'est mon regard, c'est un peu au-delà de l'étude dont je parlais, mais ce qui amène aussi à se positionner quant au rôle qu'on devrait avoir en termes de souveraineté en Europe, parce que si tous les projets sont soutenus par des fondations américaines, des acteurs américains, le gouvernement américain, mais clairement, leur stratégie n'est pas nécessairement la nôtre. Donc ça va dans un sens qui n'est pas forcément négatif, mais c'est important de savoir lequel et de voir si ça correspond à nos valeurs, parce que l'Europe se distingue quand même sur cet aspect-là. Donc aussi d'avoir une propre stratégie en termes de soutien des communautés et de pérennité de l'infrastructure numérique. Et donc là, aujourd'hui, vous identifiez les projets critiques, soit par le nombre d'utilisateurs, soit par leur criticité technique, enfin en tout cas de données ou ce genre de choses, et pour avoir du financement ou de l'aide à la gestion de la communauté ou de l'implication. L'idée, c'est de pouvoir travailler. Donc là, on était sur la première étude, déjà, ne serait-ce que réussir à identifier ces composants, beaucoup de bibliothèques, en tout cas, ces composants open source critiques. Donc, qu'est-ce que la criticité? L'open source, on sait ce que c'est, je l'en ai parlé très rapidement. Qu'est-ce que la criticité? Donc, de pouvoir identifier sur ces deux axes une liste de tous les logiciels qui demandent cette vigilance de la part de l'Europe. C'était la première partie. La deuxième, qui est plus sur les solutions, il y a des préconisations dans le rapport. J'en ai évoqué quelques-unes. Hein. Pour moi, la subvention, le fait de donner de l'argent, c'est pas vraiment une solution. Alors, il faut que la communauté derrière soit déjà structurée pour pouvoir vraiment tirer parti de cet argent qu'on leur donne. Pour être impliqué aussi dans des projets logiciels et open source par ailleurs, le simple fait de donner de l'argent n'est pas une solution. Souvent, non. En fait, on veut juste que les personnes comprennent qu'elles peuvent l'utiliser elles-mêmes et qu'elles participent, qu'elles contribuent. L'argent, c'est pas qu'on n'en a rien à faire, mais ça va plus pervertir. C'est mon côté un peu... Ça peut pervertir. Ouais. Mais disons que ça crée des tensions supplémentaires que les projets ne sont pas forcément en capacité de gérer. Et dans des projets open source, on parlait tout à l'heure d'OpenStreetMap. OpenFoodFact, c'est un autre projet dans le domaine de tout ce qui est alimentation. C'est un bon exemple d'une communauté qui avait beaucoup de mal, ils se sont un peu structurés, avait beaucoup de mal à ingérer de l'argent. Enfin, il y a des acteurs publics qui étaient prêts à leur donner de l'argent, sauf que c'était difficile pour eux de prendre et de redistribuer l'argent, parce que ça crée des tensions entre les différents types de contributeurs qu'il y avait au sein du projet. D'accord. Ouais. Mais donc voilà, là on parle vraiment de souveraineté et des projets critiques au niveau européen, être sûr qu'ils continuent d'être maintenus, que les failles de sécurité sont bien respectées et qu'ils restent entre guillemets peut-être sous gouvernance un peu plus européenne, parce que qui paye commande un peu malgré tout. Alors, oui, parce que l'une des recommandations, c'est notamment de faire en sorte que les utilisateurs des dits logiciels critiques se prennent part à la gouvernance des projets qu'ils utilisent. Si l'ANSSI utilise activement Android, alors c'est un projet open source, c'est pas un projet communautaire. Donc c'est intéressant aussi de faire la part des choses. Si par exemple l'ANSSI utilise massivement une brique open source, mais qu'elle devienne contributrice du logiciel en question, mais qu'elle participe à la gouvernance, qu'elle le maintienne. Et ça, c'est quelque chose que les administrations ont beaucoup de mal à faire. C'est pas dans la culture. Bon. Et donc il y a ce travail d'accompagnement à avoir, et puis de compréhension du modèle et des postures de chacun des acteurs qui ont besoin de ces briques open source pour fonctionner. Alors, si c'est un panel sur l'open source, peut-être qu'on peut prendre des questions, des open questions. Est-ce qu'il y a peut-être des questions de l'audience sur ce sujet? Ouais. Il y a un autre micro ici. Ouais, c'est 5 minutes, mais ça permettra de prendre des questions. Bonjour, merci beaucoup. J'ai remarqué une tendance à la fois dans le logiciel, donc je pense à CopCycle, donc un logiciel qui vise à contrer Uber Eats, qui fait une licence, donc le code est ouvert, mais qui dit vous avez le droit d'utiliser le logiciel que si vous salariez les livreurs et que vous êtes une coopérative. Il y a aussi l'Île-de-France Mobilité, donc, qui est l'organisation politique qui sous-traite à SNCF et RATP les transports urbains de Paris, toute l'Île-de-France, qui depuis le 1er décembre dit vous avez le droit d'utiliser mes données uniquement si vos algorithmes respectent la politique de mobilité de l'Île-de-France. Du coup, on n'est plus du tout dans la liberté d'utilisation ni des données, ni du logiciel. Du coup, moi, ça me perturbe. Peut-être que je suis un peu trop vieux.
et que du coup je fais mon réac face à ce genre de maîtrise, et c'est fait au nom de la souveraineté. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'initiative à restreindre les libertés au nom de la souveraineté? Ouais, là-dessus, parce que je ne serai pas le seul à pouvoir répondre, mais récemment, il y a eu effectivement une remise en cause de notamment la définition de l'open source au titre des aspects économiques. MongoDB, par exemple, un acteur qui a dit finalement, je vais prendre une licence qui n'est plus une licence open source, que ça ne me permet pas de maintenir mon modèle actuel. Alors, c'est plus important de maintenir le modèle pour continuer à développer que d'essayer d'être collaboratif et complètement open source. Il y a eu aussi des acteurs qui sont plus dans une dimension éthique, qui se sont dit finalement, on veut réintroduire cette dimension éthique dans les contrats. Et je pense notamment, il y a une licence aussi sociale chinoise dans laquelle finalement ce que disent les développeurs, c'est vous ne pouvez pas utiliser le logiciel si jamais vous n'avez pas des conditions décentes pour vos salariés chez vous. Le fameux 996, c'est ça. Oui, c'est ça. La licence, elle s'appelle ICU 996. Exactement. Voilà. En Chine, il y a une sorte de convention collective un peu de fait dans certaines boîtes. C'est de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Ils appellent ça le 996. Et cette licence dit... si vous avez cette convention-là, enfin c'est pas une vraie convention, mais voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logiciel. C'est ICU, mais ICU dans le sens je vous vois, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste un exemple. Il y a la licence JSON aussi, juste pour finir sur qui dit vous n'avez pas le droit de faire le mal. Licence JSON, c'est un peu particulier parce que tout le monde l'utilise globalement et que tout le monde considère que c'est bien de dire qu'ils font le bien, donc ça passe, c'est pas juridique, mais ça passe. Non, pour les autres licences pour lesquelles et CopCycle, alors pour moi c'était un message politique à l'époque. C'est-à-dire qu'ils l'ont traduit dans ce logiciel qu'ils utilisaient, parce que c'était la seule ressource finalement, sur laquelle ils pouvaient rajouter un contrat et donc dire, regardez comment justement on maintient cette philosophie. Moi, à mon avis, mais les personnes qui ont travaillé sur les licences, je les connais très bien, on bosse ensemble. Donc, mais mon avis, c'est que c'était finalement, si un des acteurs contre lesquels ils sont en concurrence voulait redévelopper le même logiciel, il pourrait le faire très facilement sans avoir à reprendre ce que CopCycle a produit. Donc c'est pas forcément la meilleure approche, mais c'était la seule approche à l'époque qui leur permettait de faire ça. Ce qu'on voit aujourd'hui plus, je pense à Decidim par exemple, c'est les projets qui vont dans des chartes communautaires essayer de réintroduire la dimension éthique. Donc moi, ma vision, c'est de dire que l'open source en termes de modèle de co-développement, ça peut fonctionner. En termes de modèle économique, c'est pas si simple, et donc il y a d'autres manières, on n'aura pas le temps d'en parler maintenant, mais de réussir à pérenniser aussi des modèles économiques autour de l'open source. Et pour Île-de-France, sur la dernière licence qu'ils ont produite, je vais être très critique, hein, mais ça faisait 2-3 ans, voire plus, qu'ils voulaient sortir de l'open data, simplement parce qu'on a parlé de la CNCF. Bon. Et ils se sont dit, il y a peut-être une ouverture, on va pouvoir dire qu'on ne fait pas tout à fait de l'open data, parce qu'on veut garder le contrôle de nos données. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le sens de l'histoire et qu'en plus, c'est contraire à la réglementation européenne. Mais bon, ça, je leur ai dit, ils s'en fichent. Mais donc, quoi en tirer? Pour moi, pas grand-chose. Ça ne m'étonne pas. Et bon, on verra pour la suite. Après, pour la petite histoire, dans les années 90, il y avait une prolifération des licences, comme disait, interdit pour le militaire. Il y en a qui faisaient interdit pour Israël ou interdit pour... il y avait vraiment une prolifération, et donc ils ont essayé de simplifier. Alors, c'est des entreprises qui ont pris le truc, mais pour dire, bon, on va en faire une pour que ça soit adopté. Sinon, c'est trop compliqué, parce que là, c'est interdit dans tel pays, là, c'est interdit pour tel usage, le militaire, le porno, ou ce genre de trucs. Il y a des gens qui interdisaient tout ça. Donc, on a fait une licence simple, sans discrimination. Et là, on revient aux licences morales, comme on appelle. Alors, même moi, je vois tout à fait la vertu, mais ça va à l'encontre, et voilà. On verra ce que les gens prennent, mais voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire quelques points. On a le temps pour une dernière question? Ouais, il y a une question là-haut, de monsieur, si je vois bien. On va passer au panel d'après. Du coup, tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'utiliser l'open source pour rattraper un retard industriel. Je me demandais, dans le cas d'un projet qui start from scratch, comment vous faites pour créer de l'engagement, une communauté derrière et attirer des contributeurs pour justement rattraper ce retard? Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur le RGPD. Donc, je me permets d'essayer de dire, et j'ai vu beaucoup de boîtes le faire. Dire que ça sera ouvert et combien de temps ça sera ouvert et qu'est-ce qui restera ouvert. Donc, pour avoir cette confiance. 2, il faut que ce soit un problème qui coûte trop cher à gérer de manière fermée et qui a vraiment des gros problèmes fermés. Aujourd'hui, il y a des coûts. Voilà, typiquement le gros acteur qui a un logiciel très fermé qui fait payer très cher.
faire sa version open source, ça va inspirer les gens à investir du temps ou surtout du temps à contribuer parce qu'ils disent ok, on paye 500 000 ce logiciel, on va peut-être mettre quelques heures de nos développeurs dessus. Donc il y a être très transparent, avoir un ennemi ou avoir pas un ennemi mais un opposant sur lequel vraiment et puis 3, c'est trouver la communauté. Nous, le RGPD, c'est ce qu'on appelle les privacy engineers, donc les développeurs intéressés à la vie privée ou les avocats intéressés au code et à la technologie. Et donc là, on fait des meet-up, on fait des conférences, on essaie de trouver un peu les corps contributeurs. Sur 100 utilisateurs, vous avez 20 utilisateurs conscients, vous avez 1 ou 2 contributeurs. Donc il faut une communauté de 1000 personnes pour avoir 10 contributeurs, quoi. En gros, hein. C'est très empirique, mais c'est voilà, le taux d'engagement. Voilà. Les 3 premiers avis que je dirais, c'est principalement ça. On peut voir. Et puis aussi une gouvernance assez visionnaire. Quand on prend des Linux ou d'autres, Docker, je me rappelle à l'époque, il plongeait les gens dans 10 ans où est-ce qu'ira le logiciel. Voilà. Et dernier point, c'est la gouvernance partagée. Il faut que les gens aient confiance dans le fait que vous n'allez pas tout bloquer et que vous sachiez accepter des choses qui n'étaient pas votre projet de départ. Vous définissez bien les lignes du design du logiciel, vous n'acceptez pas tout, parce que si vous acceptez tout, ça devient un gros bousin. Kubernetes, par exemple, pour ceux qui connaissent. Voilà, il ne faut pas tout accepter, il faut aussi expliquer les choix qu'on fait et qu'il y ait cette confiance tout le long, quoi. Et après, le logiciel, vous le mettez peut-être dans une fondation, type la fondation Linux, qui va encore plus garantir à grande échelle que ce sera bien géré. C'est pas forcément le cas qui arrive tout le temps, mais en tout cas, voilà, ce genre de truc. Voilà. Je vous l'ai fait en très court. Je ne sais pas si voilà, si ça vous va, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc voilà. Je vous remercie, super. J'espère que c'était assez intéressant. Je vous remercie Benjamin et Isabelle. Merci, on peut les applaudir. Si vous Merci beaucoup.